Bienvenue à tous. Construire ou rénover sa maison de façon écologique dans l'Aube, est-ce possible? Est-ce cher? Est-ce efficace? Peut-être vous faites partie des Aubois qui s'interrogent. Eh bien, durant ce 42e numéro de Terre de l'Aube, nous vous apportons des réponses en partenariat avec la Chambre d'agriculture et grâce à nos invités et à des reportages. Nous allons faire le point sur l'éco-construction dans notre département et sur son rapport avec le monde agricole. Sommaire. Mais finalement, qu'est-ce que l'éco-construction? Est-ce un marché de niche? Est-ce plus cher? Les artisans au bois qui utilisent ces solutions les considèrent déjà comme des matériaux communs. Ça n'empêche pas que pour la structure, on soit obligé quand même d'utiliser encore du béton, du parpaing ou des produits comme ça. Mais je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme, mais qu'on peut améliorer l'ordinaire, je dirais, avec ces nouveaux produits de l'éco-construction. Les artisans sont-ils suffisamment formés? Comment les trouver facilement dans l'Aube? Nous verrons une solution proposée par la Chambre d'agriculture. L'éco-construction est-elle applicable à l'échelle d'une ville? À Troyes, pour les rénovations, ces solutions se sont rapidement imposées. L'enduit ciment accélère la dégradation des matériaux qu'il est censé protéger. Et donc aujourd'hui, on remplace ces enduits ciment par des mortiers à base de chaux. En 2012, de nouvelles références techniques vont s'appliquer dans le domaine du bâtiment. L'éco-construction en fait-elle partie? Réponse avec nos invités. Nos invités sont trois ce soir et on commence avec vous, Frédéric Sailly. Frédéric Sailly, vous êtes directeur de l'Arcade, agence régionale de la construction et de l'aménagement durable. Alors face à l'avalanche de termes nouveaux, finalement l'éco-construction, est-ce finalement une maison écologique ou bien une maison économique ? C'est les deux et plus encore, je dirais. C'est écologique parce que c'est une pratique de construction qui permet de moins impacter l'environnement, par moins de consommation d'énergie, l'utilisation de matériaux aussi qui consomment moins d'énergie à la fabrication, qui permettent aussi d'avoir un certain confort dans la maison. Donc ça, c'est pour la partie écologique, respect de l'environnement. Économiquement, c'est aussi un mode de construction qui, s'il nécessite parfois un surinvestissement initial, permet, lors de la vie du bâtiment, donc c'est l'exploitation, ce sont les charges que vous allez payer annuellement, de réduire vos charges, justement, parce que les efforts qui auront été consentis initialement vont avoir un retour sur investissement. Et c'est aussi socialement une amélioration puisqu'on va s'intéresser plus au confort des habitants ou des occupants des locaux et aussi à leur santé, justement, avec les écomatériaux. Éric Plestan, vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aube et aussi le président de la CAPEB. Est-ce qu'on connaît la part actuelle du marché de l'éco-construction dans l'Aube ? Non, parce que je pense que tout reste à faire. On est dans les prémices encore. Aussi bien en éco-construction, parce que l'éco-construction, c'est un bien grand mot. Dans l'éco-construction, il y a la rénovation, aussi l'éco-rénovation. Donc, tout reste à faire. L'éco-construction, c'est pas nouveau. Ça existe depuis au moins plus de 30 ans. On a isolé à un moment. Maintenant, le bâti vit différemment. On vit différemment. On sait qu'il faut réduire nos consommations d'énergie. Donc c'est une prise de conscience de chacun et d'améliorer son bâti au mieux par rapport à la réglementation actuelle et à venir. Tout reste à faire en tout cas. Tout reste à faire. Mais Christian, l'éco-construction existe quand même déjà dans l'Aube et vous êtes allé à la rencontre d'artisans afin de savoir à quoi ça ressemble. Mais finalement, le cliché récurrent, c'est soit la yourte, soit la maison d'architecte hyper moderne. Et on se dit, c'est pas pour moi parce que c'est hors de prix. Mais l'éco-construction ne se limite pas à cela. Ça existe, soit. Et je vous propose 2 démonstrations sur 2 chantiers au bois. Claude Bosto est artisan maçon. D'après lui, ce chantier de maison à colombage réunit tous les éléments de l'éco-construction. Utiliser des matériaux naturels, sans produits chimiques trop agressifs. La deuxième chose, c'est de produire des maisons qui soient très économes en énergie. Et puis la troisième chose, c'est d'utiliser peut-être des matériaux qui sont eux-mêmes économes en énergie. On voit une maison en chanvre, donc pour produire le chanvre, il y a tout un processus agricole qui nécessite de l'énergie. Pour produire du parpaing, il faut des granulats, donc tout ça, ça nécessite de l'énergie et je crois qu'il y a un certain nombre de calculs qui prennent en compte tous ces éléments. Même si cela représente 10% de son activité, rénovation ou neuf, pour Claude, les matériaux utilisés dans l'éco-construction sont devenus standards.
Comme ici le chanvre, il complète les solutions classiques. C'est un produit qui est particulièrement intéressant parce qu'il est à la fois isolant, c'est un produit naturel puisqu'il est issu de l'agriculture du département, on produit du chanvre dans le département. Et donc c'est un produit qui est très agréable au niveau du confort de la maison. Ça n'empêche pas que pour la structure, on soit obligé quand même d'utiliser encore du béton, du parpaing ou des produits comme ça. Mais je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme, mais qu'on peut améliorer l'ordinaire, je dirais, avec ces nouveaux produits de l'éco-construction. D'après Claude Bosto, cette multiplication des choix de matériaux ouvre de nouvelles pistes pour repenser son projet d'habitat. Dans le bâtiment, à partir du même budget, en fait, on peut faire des choses très différentes. Donc voilà, donc c'est pas parce que le produit est un petit peu plus cher, en fait, qu'il n'est pas accessible. Jean-Baptiste Vincent, quant à lui, propose des solutions d'isolation et de décoration depuis 10 ans. Sur ce chantier, il intègre une touche d'éco-construction dans une pièce classique grâce à un enduit à la chaux. C'est du placo-plâtre au plafond, en sous-pente, du plâtre sur les murs. Ça rentre dans l'éco-construction dans la mesure où j'utilise une matière naturelle. C'est un concept, c'est vrai, assez moderne, l'éco-construction. On recherche aujourd'hui des éléments de technique et de matière qui sont en fait vieux comme le monde. C'est-à-dire, c'est Pompéi, c'est des peintures à fresques qui tiennent depuis 2000 ans. Outils spécifiques, cire d'abeille contre les projections, toutes ces techniques paraissent aujourd'hui inhabituelles. Par exemple, la chaux, c'est une matière qui offre une certaine transparence. Donc c'est une grande qualité en matière de décoration. J'ai eu des expériences sur du placo-plâtre, avec des spectres, c'est-à-dire des zones d'ombre où on voyait tous les joints en transparence. Du coup, ça demande, je veux dire, un travail de préparation un peu plus élaboré qu'une peinture, je veux dire, contemporaine. Est-ce que vous sentez qu'il y a des gens formés pour ça? Non, on n'en trouve pas. Du coup, Jean-Baptiste Vincent envisage de diversifier son activité en proposant des stages de formation. Alors Frédéric Sailly, on le voit bien sur ce reportage, comme l'indique le dernier artisan, il a du mal à trouver justement des artisans formés. Y a-t-il des solutions en cours pour former tous ces artisans ? Alors oui, il y a des solutions en cours à la fois pour les former et puis pour rechercher les artisans existants. J'évoquerai l'annuaire de l'éco-construction qui est fourni par la mission éco-construction de la Chambre d'agriculture. Il y a aussi les fédérations professionnelles, la CAPEB et la Fédération du bâtiment, qui ont des labels comme éco-artisans ou les pros de la performance énergétique qui certifient que les artisans qui font l'effort d'obtenir ce label ont un certain nombre de réalisations ou de formations sur les sujets de l'éco-construction. Le 3 décembre aura lieu une journée d'information professionnelle sur la réglementation thermique 2012 à la Chambre d'agriculture. Quels sont les objectifs de cette journée, très clairement ? Alors, l'éco-construction, c'est en partie la gestion de l'énergie dans le bâtiment. Et cette gestion de l'énergie, elle est réglementée en France par la réglementation thermique. Et donc, il y a une évolution en 2012, ou plutôt en 2013, qui va s'appliquer. Et on souhaite, par l'intermédiaire de cette demi-journée, discuter avec les artisans du territoire sur l'impact que va avoir cette nouvelle réglementation sur leurs pratiques. Mais Franck Play, vous êtes architecte, je me mets à la place des particuliers qui nous regardent. On parle de réglementation, on voit des produits avec des artisans, il y en a assez peu. Finalement, est-ce que le recours à un architecte peut être une solution pour avoir une éco-construction et quel est le surcoût ? Oui, tout à fait, c'est une solution parce qu'aujourd'hui la plupart des architectes sont formés à l'éco-construction et le surcoût, on n'en parle pas puisque c'est même à l'inverse plutôt intéressant puisqu'on a pu constater que la plupart des maisons à peine terminées avaient déjà une plus-value grâce justement au fait que ce soit une maison d'architecte en plus conçue d'une manière écologique et environnementale. Il y a une plus-value latente qui est déjà là, donc c'est intéressant. Vous pensez que plus que dans toute autre construction, finalement l'architecte est un guide pour un facteur confiance pour réaliser un bâtiment oui, comme je le disais, on est un petit peu généraliste au niveau de la construction. On est formé, comme je le disais. Donc on est capable de gérer l'ensemble du bâtiment de cette manière, d'une manière environnementale. Sur un budget de 150 000 €, prix disons d'entrée de gamme pour une maison de 100 mètres carrés ou que sais-je, c'est possible avec un architecte. Tout à fait, oui. Et quel est le pourcentage d'honoraires de l'architecte? Il est variable, je suppose. Il est variable entre 10 et 15% du montant des travaux de la maison.
Voilà, il faut comparer ça par rapport. C'est vrai que les tarifs des constructeurs traditionnels, c'est un peu plus opaque puisqu'on n'a pas la même transparence. Nous, il y a les honoraires architectes d'un côté et puis il y a le coût des travaux de l'autre côté. On ne fait pas des constructions clés en main, on choisit les entreprises avec nos clients. Comme quoi, éco-construction peut rimer avec économie. On a parlé également d'éco-rénovation, Éric Plestan. Vous en parliez au début de cette émission. Ça veut dire que les matériaux qu'on utilise dans l'éco-construction peuvent être également utilisés pour de la rénovation dans des bâtiments, dans des pavillons années 70, années 80 ? Oui, tout à fait. Chaque maison a son caractère propre, que ce soit au niveau du patrimoine. On ne va pas faire un bardage sur une belle façade en colombage ou en belle pierre et belle brique. Chaque matériau donc, doit s'adapter à la rénovation, à l'éco-rénovation. Donc on utilise différentes techniques suivant le bâti et suivant ce que le client désire faire. Il y a bien sûr cette réglementation qu'on est obligé de respecter et de connaître. Bon, ces réglementations évoluent dans le temps et on est obligé de se former pour connaître cette réglementation. Et que ça concerne vraiment tous les métiers. Et à un degré ou à un autre, chaque téléspectateur qui nous regarde peut être concerné par l'éco-rénovation ? Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est vraiment une prise de conscience. L'éco-construction, l'éco-rénovation, c'est une chose toute bête, la récupération des eaux pluviales. Déjà, on a une démarche. Et là, ça se fait dans n'importe quel bâtiment, quelque part. Ça se fait dans n'importe quel bâtiment. Christian, on va dire que, et c'est vrai, j'ai été séduit par le discours de nos trois invités et que je veux me lancer dans l'éco-construction, c'est pas faux, hein, je vous promets. Comment on fait pour trouver un artisan qualifié dans l'Aube ? Déjà, on a vu que c'est valable pour tout le monde. Et en fait, Monde Agricole, du bâtiment et de l'artisanat ont collaboré pour apporter une réponse à votre question, Fabrice. Merci, c'est important. Et la suite se passe sur l'Internet et je vous propose de voir cette réponse grâce à un reportage. La mission de Julie Keinec consiste à promouvoir les entreprises de l'éco-construction. Pour cela, elle a créé un annuaire sur Internet. Son objectif, délivrer une information pratique. Aujourd'hui, éco-construction sur un site sur Internet, on trouve de tout et n'importe quoi. Et des réponses qui sont au niveau national. Nous, l'objectif, ça a été de donner une réponse au niveau départemental. Donc un site Internet, un annuaire qui référence des entreprises locales. Donc, un annuaire qui donne des entreprises, des artisans, des architectes, tous les corps de métier qui peuvent répondre à vos besoins sur une maison, donc de A à Z. Évoquer le thème du bâtiment au sein de la Chambre d'agriculture, pour Julie, c'est une évidence. Le lien, c'est la promotion des matériaux issus de l'agriculture, parce que construire en éco-construction, c'est aussi choisir des matériaux sains, des matériaux non polluants, naturels, des matériaux locaux, comme le chanvre dans le département de l'Aube. On va encore trouver des bâtiments en béton, mais il va y avoir une réflexion sur l'orientation de la maison, des choix en termes de chauffage, en termes d'ouvrants. Éco-construction, c'est pas forcément extrémiste de l'écologie. De nouvelles normes techniques, dites RT 2012, vont rentrer en vigueur. Les prochains bâtiments devront être notamment plus économes en énergie. Afin que tous les Aubois accèdent à ces informations, un guide papier va être distribué dès l'année prochaine. Un guide de l'éco-construction d'une 40aine de pages qui sera diffusé 8000 exemplaires dans tout le département. L'idée, c'est d'avoir une diffusion plus large de ces informations, notamment de l'annuaire, pour des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à l'outil Internet. 22 entreprises auboises sont actuellement recensées. De nouveaux artisans postulent pour y figurer, comme Vincent Villetet. Pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Déjà pour des raisons aussi personnelles, je suis allergique à tout ce qui est laine minérale, donc déjà c'est pour des raisons personnelles. Au départ, je me suis posé la question de ce qu'on pouvait trouver, quelle alternative on pouvait avoir aux produits, on va dire, conventionnels. Donc on s'est retourné vers des produits dits naturels. Et plus chers, non. On arrive à avoir des coûts qui sont similaires pour une durabilité et un confort thermique à long terme. Vincent utilise des matériaux naturels depuis 15 ans. Il constate que ce marché de niche s'élargit. Figurer dans l'annuaire lui permettra d'accéder à de nouveaux clients. C'est pas le tout de savoir faire, mais il faut aussi faire savoir. Donc je pense que le référencement est intéressant, ça permet aussi de répondre aussi à une charte aussi, donc d'obliger aussi un petit peu les gens qui décident d'y adhérer justement, de respecter ces chartes de qualité. Je pense qu'il y a une vraie attente aussi derrière ça, et je pense qu'il va falloir être très sérieux pour pas la décevoir en fait. Vincent a consacré
beaucoup de temps et d'argent à des formations. Il y a 2 ans, il a même repris une activité de fourniture d'isolant naturel afin de garantir son niveau de qualité. Éric Pestan, revenons sur ces normes, ces références techniques qui changent apparemment tous les 8 ans. La dernière c'est 2005, là c'est 2012. Finalement, sur quoi elles portent ces normes? Voilà, c'est l'isolation, c'est quoi? Alors tout d'abord, elles ne changent pas systématiquement tous les 8 ans, puisqu'on a eu la RT 2000, on a eu la RT 2005, on va vers la RT 2012, on a aussi une RT dans la restauration. On a aussi des façons de construire différentes, puisqu'on a le BBC, le bâtiment basse consommation, on a les bâtiments HQE, donc haute qualité environnementale. Moi, je suis déjà perdu. Donc de quoi s'y perdre? Donc c'est suivant ce qu'on nous demande, on s'adapte, mais ce qu'il faut, et ce qu'on disait tout à l'heure, il faut bien comprendre que nos artisans doivent se former pour pouvoir répondre à ce nouveau marché. On a obligation de répondre à cette réglementation. Donc pour cela, il faut se former. Et justement, est-ce que vous pensez que les artisans sont prêts pour ces changements en 2012 ? Oui, certains en ont conscience, certains le font depuis déjà très longtemps. On parlait du chanvre tout à l'heure, donc le béton de chanvre, il est appliqué depuis plus de 20 ans dans l'Aube. Ça se faisait déjà, les maçons l'employaient dans le remplissage pan de bois, on employait le béton de chanvre. Bon, maintenant, on a cette réglementation qui évolue et je prends mon exemple, moi je suis artisan peintre, je ne travaille plus les mêmes peintures que je travaillais il y a 10 ans. Je suis soumis à des réglementations envers les composés organiques volatiles, les COV, donc je suis obligé d'appliquer des peintures respectueuses de l'environnement. Je traite mes déchets, donc c'est une démarche aussi supplémentaire sur l'éco-construction. On est en train de réfléchir sur des machines à nettoyer le matériel du peintre pour ne pas rejeter son eau à l'égout. Et donc, c'est vraiment une prise de conscience de tout le monde. Et Franck Poulet, justement, vous qui êtes architecte, est-ce que finalement, ce n'est pas un chantier différent aussi, l'éco-construction? Tous les artisans que j'ai rencontrés évoquaient le fait que maintenant, il faut davantage se coordonner dans un chantier d'éco-construction. Selon vous, pourquoi ? Oui, tout à fait. La coordination devient fondamentale parce qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont exceptionnels, des technologies exceptionnelles. Mais je prends un exemple tout bête, par exemple une fenêtre très bien isolante. S'il n'y a pas une bonne coordination avec le maçon, on aura des fuites d'air entre la fenêtre et la maçonnerie. Et là, tout sera gâché à cause de ça. Donc cette prise de conscience générale de l'ensemble des artisans doit donner une coordination parfaite. On peut faire des trous n'importe où, c'est ce que j'ai compris. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Franck Pless, sur le prix de l'éco-construction. On en a un petit peu parlé au début de l'émission, mais il y a un sentiment, comme ça, un téléspectateur, c'est de se dire les techniques de l'éco-construction, elles seront plus coûteuses. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces techniques ne sont pas plus coûteuses que celles normales? Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple en nous disant, ben voilà, telle technique d'éco-construction, elle n'est pas plus chère que la technique normale? Il y a 2 aspects en fait dans le coût de l'éco-construction. Il y a d'abord l'aspect matière grise en fait. Tout ce qui va nécessiter un peu de réflexion et un peu de bon sens, voilà, ça coûtera pas plus cher. Je prends un exemple, l'orientation du bâtiment. Une orientation très soignée, avec les façades, grandes façades, baies vitrées au sud, etc. Voilà, ça coûte pas plus cher, mais c'est juste un peu de réflexion à apporter. Et on gagne de l'énergie. Et on gagne de l'énergie, bien sûr, avec le soleil. Maintenant, il y a aussi les techniques et les matériaux qui sont parfois un peu plus chers, mais si on prend en compte le coût global sur la durée, en fait, au bout de 10 ans ou 15 ans, c'est largement remboursé. Alors Fabrice, en préparant cette émission, nous sommes interrogés sur finalement l'éco-construction est-elle applicable à l'échelle d'une ville? Là, c'est tout de même une autre dimension. Oui. Et je propose de découvrir le cas tout simplement de la ville de Troyes et aussi plus largement de l'agglomération troyenne. Reportage. Avec 2 à 5 siècles d'existence, ces maisons méritent le qualificatif de construction durable. De plus, les architectes chargés de leur remise en état ont remarqué que les matériaux de l'éco-construction sont finalement les plus adaptés à leur réhabilitation. L'enduit ciment accélère la dégradation des matériaux qu'il est censé protéger. Et donc aujourd'hui, on remplace ces enduits ciment par des mortiers à base de chaux qui permettent aux matériaux qui protègent de mieux respirer et d'avoir une meilleure cohérence avec leur support. Un mortier de chanvre et chaux, elle mérite d'être plus léger, plus isolant. Le patrimoine ancien, c'est de l'éco-construction. Dès le départ, ils ont déjà
plus du tout de nécessité de consommer des matériaux pour exister, puisqu'ils sont là. Et deuxièmement, étant donné que c'est du patrimoine ancien, ils sont également écologiques, puisqu'ils utilisent des matériaux qui sont naturels. Donc ils sont écologiques dans leur âme profonde. Ces architectes doivent pour chaque cas trouver un compromis entre performance énergétique et mise en valeur du patrimoine, un patrimoine parfois délabré. Et pour accompagner les propriétaires dans leur projet de remise en état, la ville a donc mis en place depuis 1964 des OPAH. Ces opérations programmées d'amélioration de l'habitat subventionnent de 20 à 40% les travaux nécessaires et souvent coûteux. Chaque immeuble est en soi un prototype. Avant de penser à l'isolation, au remplacement des fenêtres, il faut déjà s'attacher à la structure, à la sauvegarde de la structure qui par le passé a pu être parfois malmenée. Il faut retrouver une cohérence et assurer la pérennité de l'immeuble. L'emplissage des pans de bois, l'isolation, les fermetures, et tout ça fait que au final on arrive à des coûts qui peuvent monter jusqu'à 2 900 € du mètre carré sur les réhabilitations les plus lourdes, avec un coût moyen de réhabilitation qu'on pourrait situer autour de 2 200 € du mètre carré. Comment réduire la pollution et dépenser moins d'énergie? L'agglomération troyenne a anticipé une obligation du Grenelle de l'environnement en réalisant un plan climat. Après 2 ans d'études, ce plan révèle que l'habitat constitue la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Pour corriger ce problème, l'éco-construction est évoquée. C'est vrai que dans le bâtiment ancien, on peut revenir à l'utilisation des matériaux traditionnels. Puis, il y a des questions de bon sens, hein. Même dans les constructions modernes, on peut revenir à ce que l'on faisait autrefois, orientation plein sud, etc., pour améliorer les performances énergétiques. Oui. Le plan climat prévoit des ateliers ouverts au public. Le prochain rendez-vous est fixé le 9 décembre. Objectifs et plan d'action global seront bouclés fin du premier semestre 2011. Frédéric Sailly, on le voit dans le reportage, hein, les communes, les maires commencent à se préoccuper d'éco-construction et on se rend compte que ça commence à percer. Un dernier exemple en date à Faux-Villecerf, cette petite commune a réalisé une nouvelle salle communale enterrée avec une architecture très particulière. On peut déjà la qualifier d'éco-construction ? Certainement, oui, c'est une démarche extrêmement intéressante parce qu'elle montre qu'effectivement les petites communes, 250 habitants je crois, peuvent aussi se préoccuper de la démarche et s'investir. Et donc ça, c'est une volonté politique du maire notamment, et aussi des financeurs au niveau départemental ou régional. C'est une démarche effectivement d'éco-construction et même au-delà, puisqu'il y a la prise en compte des besoins de tout le canton et même au-delà. Hein. C'est une démarche d'aménagement durable même. Et en ce qui concerne le bâtiment, il est effectivement semi-enterré, les orientations ont été travaillées, l'intégration dans le paysage a été travaillée, de même que l'occupation des locaux et le type d'équipement optimal par rapport à l'usage qu'on va faire du bâtiment. Et vous qui êtes architecte, il y a d'autres exemples qui permettent de dire que l'Aube a déjà démarré des chantiers communaux comme ceci qui font partie de l'éco-construction. Nous venons de terminer le centre technique municipal à Saint-Père-au-Tertre, qui est un bâtiment technique avec une toiture terrasse végétalisée et une façade entièrement en bois. Nous avons aussi en chantier la demi-pension du lycée des Lombards. Le chantier va se terminer bientôt. Des bâtiments qui sont tous conçus avec ces normes environnementales. Et aujourd'hui, pour un appel d'offres, c'est obligatoirement avec des normes plus élevées, éco-construction pour vous ? Et quasiment systématiquement. Hein. Maintenant, même quand il n'y a pas de demande, on va le faire quand même. Voilà qui est très clair. Éric Pestan, peut-être une dernière question. L'Aube est quand même le premier producteur de chanvre au niveau européen. Est-ce que la filière est prête afin que les artisans locaux puissent utiliser ce chanvre local ? Oui, bien sûr. Depuis longtemps, les artisans locaux l'utilisent. Bon, le transit était, je crois que le chanvre était produit dans l'Aube, montait en Allemagne et redescendait dans l'Aube. Donc, il est certain que maintenant, il va falloir, pour être dans vraiment un développement durable, adapter cette filière et traiter directement avec les artisans locaux. Bien sûr, il faudra améliorer tout ça. À la CAPEB, de toute façon, on a réfléchi à toutes ces dimensions depuis bien longtemps, bien avant cette mission éco-construction, bien avant le lancement de nos éco-artisans. Au jour d'aujourd'hui, les artisans sont demandeurs, demandent à se former et ont pris conscience que c'est l'avenir. De toute façon, il n'est plus concevable de construire ou de rénover autrement.
Voilà, qui fait de l'Aube un vrai terrain et un vrai terreau pour l'éco-construction. Merci à vous trois de nous avoir parlé de ce sujet qui, ô combien, passionne de nombreux Aubois. Merci pour la préparation de cette émission, Christian. Vous n'avez plus qu'à commencer votre cabane en bois et commencer un peu d'éco-construction. On se retrouve en tout cas, nous, le mois prochain pour un nouveau Terre de l'Aube. À bientôt.